Bonsoir à tous. Le dernier week-end avant Noël s'annonce. C'est la fin d'ailleurs même du dernier jour du travail pour le compte de cette semaine et la soirée commence sur BB24. C'est le grand rendez-vous. Place à la météo. C'est bien sûr le grand rendez-vous. Faut-il forcément le sapin pour fêter Noël? L'Afrique ou le Bénin a-t-il son espèce de sapin? Et quel est le rôle de cette arbre sur l'environnement et l'homme? Voilà autant de questions auxquelles répond Nature et Bien-être de ce soir. Collant toujours aux fêtes de fin d'année romaine, bien évidemment, parlons de Caleta, un masque hérité de l'esclavage, mais qui tend à disparaître. Caleta, un masque annonciateur de Noël au Bénin, c'est le thème choisi sur Horizon Culture. La question d'hygiène de base nous concerne tous et des organisations de jeunesse y travaillent à travers des projets communautaires. Leur expérience leur a permis tout simplement de constater qu'il y a des couches qui sont souvent oubliées. L'expert nous permet tout à l'heure de les énumérer sur ce grand rendez-vous qui va vous présenter le journal à 19h45 exactement avec Ulvaeus Balogun à la présentation. Bonsoir Ulvaeus. Bonsoir Hachem Gaba. On va se retrouver tout à l'heure à 19h45 pour le journal. Avec quel menu? Eh bien, ce soir, dans l'actualité, on ira à la découverte de ce nouvel espace, un nouvel abattoir qui comprend le marché à bétail et l'espace boucherie. Cet abattoir entend fournir aux consommateurs de la viande saine, répondant aux normes de qualité et d'hygiène. Ensuite, nous irons voir ceux-là qui fabriquent des aquariums et qui s'occupent des animaux et des plantes aquatiques qui y sont exposés. On les appelle les aquariophiles. Enfin, la Côte d'Ivoire a procédé au lancement de la campagne cacaoyère 2018-2019, une campagne qui garantit un prix minimum aux producteurs. Le menu ainsi présenté, merci beaucoup à vous. On se donne rendez-vous à 19h45 exactement, Ulvaeus. Exactement, à tout à l'heure. À tout à l'heure donc. On continue avec vous, chers téléspectateurs. On ouvre d'ailleurs les plateaux. On commence par Nature et Bien-être. Nature et Bien-être ce soir, nous collons tout simplement à la fête de Noël, arbre représentatif de cette fête partout dans le monde. On parle de sapin, sapin
Quelle est sa signification? Est-ce que l'Afrique a son sapin? Bon, voilà également des questions qu'on aura le temps de vous poser. Monsieur Sewayi, bonsoir. Oui, bonsoir, mon frère. Merci d'avoir accepté notre invitation, d'être avec nous ce soir sur Nature et Bien-être avec Amadine Aniambossou. Bonsoir, Amadine. Bonsoir à vous, Assum Gaba. Alors, il est question d'aujourd'hui de se poser ou de répondre à beaucoup de questions, à beaucoup d'interrogations et de curiosité des téléspectateurs autour de cet arbre, le sapin. Et oui, Assum Gaba, comme vous le savez, le sapin est un symbole de festivité et demeure un élément indispensable de décoration pendant les fêtes de fin d'année. Monsieur Sewayi, est-ce qu'on trouve les sapins? Bonsoir d'abord. Oui, bonsoir. Est-ce qu'on trouve les sapins au Bénin? Oui, et actuellement, nous avons des sapins au Bénin. Sinon, sapin n'est pas béninois. Voilà. Et si nous allons parler de sapin, Oui. sapin est venu de Proche-Lorient. Proche-Lorient, vous savez, c'est là où beaucoup d'histoires sont nées. Voilà. Donc, sapin, si on va parler d'histoire de sapin, sapin c'est un arbre qui se multiplie par graines. Et c'est dans les hautes forêts qu'on trouve ça. Normalement. Maintenant, on est arrivé progressivement à domestiquer sapin pour des raisons. Quelles sont ces raisons? Voilà. Et sapin, vous savez, il y a plusieurs variétés de sapin. Il y a sapin araucaria, et sapin cyprès et sapin thuya. Mais sapin qu'on décore pendant la fête, utilisé de façon répétée, c'est sapin araucaria. Ce sapin a une forme très jolie. Et quand on voit ça, on sait que c'est quelque chose qui veut se passer. Maintenant, comment l'homme est arrivé à commencer par décorer sapin pendant la fête de Noël? Voilà. Et vous savez, chaque chose a une petite histoire. Dans l'ancien temps, il y avait une maladie, ou bien il y avait quelque chose qui se passait dans l'ancien temps. Et c'est pendant la fête de Noël que la chose s'est passée, dans le mois de décembre. Vous savez que dans le mois de décembre, c'est coïncidé avec l'harmattan. Et il faisait très frais au niveau de Proche-Lorient en ce temps. Et on a remarqué que le monde, il avait une maladie qui attaquait les enfants, comme varicelle. Est-ce que vous voyez? Bon, maintenant, à la veille de Noël, il y a une race de singes qu'on appelle macaques qui allaient dans la brousse et ces singes ont cherché les feuilles, les branches de sapin et ils se sont protégés façon avec les branches les feuilles de sapin. Et ils ont été épargnés par la maladie. Non. Et ils ont fait un défilé. Ils ont fait un défilé à travers la ville en ce temps. Et après leur défilé, on a su que le pays a été purifié. Est-ce que vous voyez le pays? On a remarqué que le pays a été purifié en ce temps. Et quand vous voyez la feuille de sapin araucaria, c'est comme velours. Il y a un tissu que nous appelons velours en ce temps. Donc les singes se sont protégés avec les branches, les feuilles de sapin, et ils n'ont pas eu de fraîcheur, ils ont fait le défilé. Et après leur passage, la maladie a disparu. Voilà. Et on a su que cette plante est venue pour purifier, pour sanctifier. Et c'est comme c'est coïncidé encore avec la fête de Noël, fin d'année, les gens commençaient par décorer la plante là pour se faire purifier, pour se rappeler de cet événement. Est-ce qu'aujourd'hui le sapin a encore ses vertus? Voilà. Aujourd'hui, le sapin, vous savez, c'est la croyance. Hein? Et la fête de Noël, on appelle ça Nata, la naissance. Hein? En ce temps, les habitants de Proche-Lorient, ils ont pris cette fête pour se faire recenser. Tous les enfants qui sont nés dans l'année, on les recense. Et c'est de là où ils ont programmé un recensement. L'histoire témoigne que c'est en ce temps que Marie est allée faire Joseph. Donc c'est coïncidé avec la période, le jour de recensement. Joseph est venu avec sa femme, ils n'ont pas trouvé la place pour aller se faire recenser et ils sont allés, et la femme est allée dans
dans la bergerie quelque part et Jésus-Christ est né dans la bergerie. Donc, c'est coïncidé, c'est Nata fête de Noël. Et tout ça là, c'est remarqué par le passage de ces singes-là avec les feuilles de sapin et on a su que sapin peut purifier. Voilà. Je sais, oui, c'est un problème spirituel, vous dites. Purement spirituel. C'est purement spirituel. Oui. Mais quel est le rôle de cet arbre sur l'environnement? Voilà. Vous savez, je suis agronome. Parce qu'on le retrouve dans les grandes forêts, vous avez dit. Oui. Ça doit jouer forcément un rôle. C'est que j'ai reparti la question en deux. Actuellement, vous allez trouver que les gens représentent sapin par des plastiques. C'est tout juste pour avoir les mêmes reliquats. Mais ce qu'on a planté joue un rôle plus important que ce qui est plastique. Quel est le rôle? Voilà. Sapin, d'abord, c'est un arbre. J'ai commencé par dire que c'est un arbre qui se multiplie par graines. Et quand on fait sa pépinière, avec le temps, et on repique ça à la place initiale. Ça pousse, et quand c'est quelque part, d'abord, c'est un arbre à pluie. Ça attire la pluie. Là où se trouve sapin, la pluie est abondante parce que c'est un arbre de haute forêt. Maintenant, en évoluant... Et pourtant, il ne pleut pas beaucoup en décembre. Non, ce n'est pas en décembre qu'on a planté. Ah oui? Quand on fait là, 2 mois après, la pluie commence en mars. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est une plante qu'on peut mettre en terre tout le long de l'année ou bien il y a une période donnée? Non, c'est une plante qu'on peut mettre en terre partout. Surtout, c'est ça que je conseille aux gens de mettre dans les maisons. Voilà. Quand on met sapin dans les maisons, tout d'abord, ça renouvelle l'oxygène à travers ses feuilles. Et après, maintenant, ça attire la pluie. Et sur le plan spirituel, ça joue beaucoup de rôle dans la maison. Est-ce que vous voyez? Maintenant, sapin, son bois, c'est un bois d'œuvre encore. On a construit un bâtiment avec les bois de sapin. Jusqu'à présent, le bâtiment tient. Hall des Arts. Hall des Arts, le bois qu'on a utilisé pour construire Hall des Arts, c'est le bois de sapin. Oui, bois de sapin. C'est un bois qui est très bien pour faire des choses, pour exécuter les œuvres, bois d'œuvre. Donc, c'est un bois c'est une plante qu'on peut conseiller à planter à tout moment et partout. Voilà, vous dites que c'est une plante qu'il faut avoir chez soi parce que ça participe à la préservation de l'environnement et tout. Mais est-ce que sa culture elle-même n'a pas des impacts négatifs sur l'environnement? Parce qu'il y a des produits que les gens utilisent pour que ça puisse bien pousser et autres. Et vous savez, la plante joue beaucoup de rôles. Si les gens sont arrivés à domestiquer un arbre, ça joue un rôle. Tout d'abord, si on ne mange pas ses fruits, on doit utiliser ses feuilles pour quelque chose. Si on n'utilise pas ses feuilles, ça doit donner au moins l'ombrage pour se reposer. Si on n'utilise pas ses racines, on doit utiliser son écorce. Les gens n'ont jamais domestiqué un arbre parce qu'ils veulent arbre. Non. L'arbre est domestiqué en tenant compte de beaucoup de choses. Donc ça guérit beaucoup de maladies, vous avez dit? Oui, les feuilles. Sur le plan spirituel, c'est un arbre qui est tellement conseillé et avec le temps, nous allons développer. Ok, maintenant, est-ce que quand on prend le cas du Bénin, où est-ce que, par exemple, si je cherche des sapins, où est-ce que je peux les trouver, par exemple? Parce qu'on a toujours l'impression que le sapin, c'est des plantes qu'on trouve juste à l'extérieur. Et ici, pour en avoir à la maison, bon, on adapte ça avec le sapin artificiel. Voilà. Le sapin, vous savez, notre pays, nous avions 8 zones agricoles. Est-ce que vous voyez? Ces 8 zones agricoles ne permettent pas aux sapins de se multiplier sur le territoire béninois. Donc nous amenons toujours les jeunes pousses de l'extérieur. Les jeunes pousses viennent tous de l'extérieur et c'est après qu'on fait tout possible pour remplir les conditions favorables pour ça ici. Donc les graines, pour que les graines de sapin poussent, il y a des conditions. C'est comme par exemple pommes de terre. Pommes de terre, c'est uniquement vers Mananville. On cultive ça au sud, ça ne donne pas. Donc, il faut une température donnée. Il y a des moments où on met les graines dans un frigo pour avoir une température donnée. Il y a des moments où l'animal bouffe d'abord les graines et c'est lorsque l'animal fait des fesses qu'on peut multiplier. Donc, actuellement,
on multiplie sapin par bouture au Bénin. Mais quand on multiplie sapin par bouture, là, ça ne donne pas les mêmes décorations. Est-ce que vous voyez? C'est les graines quand les graines poussent, c'est en ce temps que ça donne les mêmes décorations. Voilà. Donc, les sapins, c'est des plantes qu'il faut avoir chez soi. Oui. Ceux qui n'ont pas la possibilité d'acheter des sapins naturels, par quelle autre plante on peut remplacer les sapins? Vous savez, il y a une plante qu'on appelle filao. Filao ressemble un peu au sapin. Et dans certains pays, les gens n'arrivent pas à trouver sapin, ils décorent filao pour quand même se satisfaire, pour répondre à leur satisfaction. Ça joue pratiquement le même rôle? Ça joue pratiquement le même rôle, mais sapin est supérieur au filao. Au filao, par exemple, et c'est dans la forêt de filao que les gens sont arrivés à découvrir la chanson qu'on appelle Yo. Les Ekanka, leur chanson qu'on appelle Yo, là, c'est les filao. Quand le vent souffle, le son que filao donne, là, c'est ça que les gens ont interprété et ils se parlent de Yo jusqu'à présent. Donc, filao, c'est une plante spirituelle, comme sapin araucaria. Est-ce que vous voyez? Maintenant, parmi les sapins, j'ai mis un accent particulier sur sapin araucaria. Voilà. Oui, c'est ça qui est le plus courant. Et beaucoup plus esthétique. Voilà. Et quand on met les guirlandes pendant les périodes de fête, ça donne quand même une belle image. Voilà. Et tout. Voilà. Merci beaucoup à vous, M. Sewayi. C'est moi qui vais vous remercier et heureuse année. Allez, merci beaucoup d'être venu sur ce plateau, M. Sewayi. Merci à Madina Niambossou. À très très bientôt. Nous allons continuer bientôt le grand rendez-vous avec, toujours en parlant bien sûr des fêtes de fin d'année. Et on va faire focus sur le masque Kaleta aujourd'hui. Et on se demande pourquoi est-ce que le Kaleta tend donc à disparaître au Bénin. Réponse dans un instant. Voilà, nous sommes presque à la fin de l'année et nous parlons des Kaleta, un masque hérité de l'esclavage mais qui tend à disparaître. Kaleta, un masque annonciateur de la fête de Noël. Comment c'est arrivé et comment les enfants arrivent donc à s'organiser pour faire sortir les Kaleta à l'approche de la fête de Noël au Bénin? On va répondre à la question dans un instant. Suivons d'abord ce démo qui nous amène un peu dans les coulisses de Kaleta. Là où il s'habille, regardez. Le Kaleta, d'abord, c'est quelque chose d'ambitieux. Si tu n'as pas l'ambition, tu ne peux pas pratiquer le truc. Et voilà que tu as l'ambition. Donc si tu t'habilles, c'est déjà bon. Tu peux résister jusqu'à la fin. Et avec l'ambiance des enfants, je vois que sur le terrain, on ne se fatigue pas comme ça. Les tenues du Kaleta sont composées de l'habit, du pantalon, des gants et chaussettes, leur masque et bon, ce qu'ils enroulent sur la hanche. Ce qu'ils enroulent sur la hanche, c'est sur 2 volets. Des fois, on utilise les sacs. Et tantôt, quelque chose qu'on trouve dans la brousse, on appelle ça des. Les habits, on essaie de créer des modèles. Et ça, là, c'est interne. Ça reste dans notre base là-bas. Bon, communément, si c'est un couvent et c'est pas accédé par tout le monde. C'était tout juste un petit tour dans les couvents des Kaleta. On revient en plateau avec Armel Dossou-Bété. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes promoteur du festival Super Kaleta. Ça fait déjà 3 ans que vous êtes en train de le faire, avec le soutien bien sûr de l'ORTB. Justement. Pourquoi pas. Alors, on est avec vous ce soir pour parler des Kaleta. Kaleta, ça vient d'où? Parlez-nous d'abord de son origine. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord vous remercier parce que vous vous êtes intéressé à ce que beaucoup pensent qu'il faut laisser. Parce que le Kaleta, vous savez, à l'origine, ce sont les esclaves qui à un moment donné
voulant donner du plaisir à leur patron, se mettent à la danse et s'organisent et dansent. Mais vous savez, là, pour dire à leur patron en réalité qu'à un moment donné, ils les ont fait du mal et qu'ils sont peut-être méchants, on utilise des masques pour le dire. Et ça, c'est à l'interne. Ce sont seulement les esclaves qui savent qu'ils sont en train de passer un message à leur patron en mettant tel masque ou tel masque. Par exemple, si nous prenons un masque qui a pour forme lion, c'est pour dire à ce patron qu'il est un lion parce qu'il agit comme un lion, sinon il ne va pas maltraiter l'esclave de la sorte. Alors là, il vient, il danse devant lui, mais le patron va croire peut-être que le Kaleta ou voilà, le danseur est en train de lui montrer toutes ses forces en dansant. Non. Pour lui, c'est le lion qui danse. C'est le lion qui danse. Et que là, celui qui est derrière le masque est en train de dire à ce patron-là, toi, tu es un lion. Tu es quelqu'un de très méchant. Et c'est pourquoi tu me maltraites comme ça. Et ça, c'est à l'interne. C'est à l'interne. Oui, eux, ils ont leur secret. Oui, ils ont leur secret. Ils le savent très bien. Et vous voyez, cela a perduré parce qu'à un moment donné, on a eu la chance, il y a eu l'abolition de la traite négrière. Et quand les gens sont revenus, il y en a qui ont repris cette danse de masque. Mais cette fois-ci, ce n'est pas pour dire encore à un autre patron que c'est ci, c'est ça. Non, c'est pour maintenant se défouler, c'est pour être beaucoup plus libre. C'est une danse maintenant plus libre. Et moi, je voudrais que les gens comprennent. Parce que les masques, à partir de ce moment, doivent changer de donne. Ce n'est plus les masques lion, panthère, pour montrer en réalité que le patron est méchant. Non, cette fois-ci, c'est pour montrer peut-être des masques qui vont peut-être donner l'image de l'Afrique. Par exemple, on fait des masques en des sacs, on fait en des papiers de ciment par exemple, ou en des plastiques. C'est des trucs qu'il faut soi-même créer et ne plus attendre forcément des masques qui viennent de l'Occident parce que vous savez, les gens gagnent beaucoup de temps. Ah oui, ils gagnent beaucoup en fabriquant des masques et en les revendant. Voilà, on achète beaucoup. Donc, on envoie encore la devise d'ailleurs. Oui. C'est vrai que les Kaleta, c'est au Bénin. Ouais, et puis, ça danse, ça chante. Mais pourquoi est-ce qu'on colle la sortie des Kaleta à l'approche des fêtes de Noël? Voilà, vous savez, autant de nos grands-parents, est-ce qu'ils sont... je ne dirais pas s'ils sont lettrés ou pas, mais est-ce qu'ils ne connaissent pas? Ils s'orientent souvent la fête de fin d'année à travers les Kaleta. Parce que quand les Kaleta commencent par danser à l'approche des fêtes de fin d'année, on se dit tout de suite, ah attention, nous sommes déjà à l'approche des fêtes de fin d'année. Et chacun commence par se préparer. S'il faut aller payer quelque chose, s'il faut aller faire telle chose, on commence en même temps par le faire. Parce que c'est un moment, c'est une période où tout le monde s'attend toujours au Kaleta. Mais à un moment donné, on a constaté que le Kaleta a commencé par disparaître. Et voilà justement pourquoi nous avons... Est-ce que là-bas, les esclaves, c'était à l'approche des fêtes de Noël Non. Là, c'est parce que les Portugais, les Blancs, les colons qui les avaient colonisés, c'est des personnes qui fêtaient la Noël. Vous voyez, et ils ont essayé... C'était des catholiques. Voilà, c'était des catholiques, voilà, donc ils fêtaient la Noël. Donc vous voyez, c'est en ce temps que ces esclaves venaient danser pour eux. Donc c'est justement pourquoi eux aussi, ils ont pris l'habitude de le faire en ces temps de... En cette période-là. Oui, c'est ça. Ok, on comprend mieux maintenant. Alors comment est-ce que ces enfants-là s'organisent? Vous êtes promoteur d'événements Kaleta au Bénin. Comment est-ce qu'ils s'organisent aujourd'hui? On a constaté, vous l'avez dit, que les Kaleta tendent vraiment à disparaître au Bénin. Ils sont en voie de disparition. Les jeunes s'organisent tant bien que mal parce que, vous savez, il y a question de moyens. Il y a question de moyens. Ce qu'il a appelé tout à l'heure des, par exemple, pour l'acheter à Dantokwa, c'est très cher. Ils s'organisent en cotisant au départ. Ils cotisent un peu de sous et puis ils essaient d'acheter les instruments, d'abord les tam-tams, les cons et puis les cascaettes, pourquoi pas. Et si des personnes de bonne volonté les aident encore, là, ces enfants ont un équipement bien fourni. Mais dans le cas contraire, vous allez les voir avec de bidons, des trucs comme ça, parce qu'ils veulent quand même faire quelque chose pour avoir de l'argent. Le Kaleta, en réalité, c'est une organisation bien faite.
si les jeunes ont la chance d'avoir parmi eux une personne âgée qui les oriente, qui leur donne des conseils, c'est des gens qui vont beaucoup réaliser. Parce que dedans, on apprend à chercher de l'argent. On apprend à chercher de l'argent. Ils s'organisent, ils achètent les choses un peu, et ils sortent de la maison, ils vont jouer. Et quand ils viennent, vous les appelez, ils dansent, vous leur donnez un peu de sous, 200, 300, et ils essaient de garder cet argent. Et une fois arrivés à la maison, on dit, bon, nous avons trouvé telle somme. Il y a un caissier qui les accompagne. Oui, et on le surveille aussi. Même le Caleta, des fois, surveille le caissier. Et une fois à la maison, on dit, bon, on a trouvé tel, qu'est-ce qu'on fait? On dit, bon, on n'a pas tel tam-tam, on n'a pas tel gant. Vous voyez, il y a une certaine organisation qui s'apprend là. Okay. Oui, et puis on dit, bon, on va acheter tel tam-tam, on va acheter tel gant. Non, on n'a pas de chaussettes, on n'a pas de gants, il faut qu'on achète, il faut qu'on habille très bien notre Caleta. Au départ, on n'en avait pas. Maintenant qu'on a trouvé un peu de sous, allez, il faut qu'on le fasse. Et petit à petit, de 2, on peut venir à 4, 5. Et vous voyez là, ils commencent par gagner un peu. Et je crois que l'argent se partage souvent avant la fête de Noël. Parce que c'est là où les enfants fêtent. Voilà. Donc déjà la veille, on se regroupe, on dit, bon, on a trouvé pour tout telle somme. Alors le nombre est 10 par exemple, on divise la part égale et chacun prend pour lui. Ou carrément on dit non, on a 2 qui ont beaucoup plus donné. Voilà, ils se sont tellement donnés, donc eux, on va leur donner telle somme et le reste, c'est nous qui allons les partager. Donc c'est un peu comme ça se passe dans ça se passe au sein, bien sûr, des groupes Caleta. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour ramener, bien sûr, cette culture-là au sein, bien sûr, de la couche juvénile? Oui, les enfants. Moi, je voudrais même féliciter, je dirais, mon homologue, parce que Wilfried Rundje, je crois, lui, il est à Ouida, il organise sur Caleta. Hein, ce festival qu'il organise, je crois que c'est déjà bien. Moi aussi, à l'OETB, j'essaie quand même de mettre, mais pas, on ne sait pas. Et je voudrais aussi que les parents comprennent. Parce que souvent, ce sont les parents qui ont un peu de moyens, qui disent à leurs enfants, non, 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 vous n'allez pas jouer Caleta. On ne voit pas Caleta comme un patrimoine culturel. Même si le Caleta aujourd'hui ne l'est pas encore, le Caleta peut devenir un patrimoine culturel comme le Kélédé, tout ça là, et on peut même gagner beaucoup à travers le Caleta. Je crois que ce qu'il faut peut-être éviter, c'est de prendre le Caleta pour un vaudou. C'est très important, parce qu'aujourd'hui nous avons cela qui fait que les jeunes chrétiens... Donc il y a des dérives. Oui, il y a des dérives et les jeunes chrétiens refusent carrément d'y aller, tout simplement parce qu'on a déjà donné un autre sens à la chose. On dit que c'est un vaudou, donc du coup, lui, il est chrétien, il ne peut pas adorer un vaudou. Et il refuse carrément. Il y a autre chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que le Caleta a un mythe, c'est le Soukota, c'est tout. À part le mythe de Soukota où on dit celui qui est derrière le masque, on ne doit pas dévoiler celui-là. Personne ne doit connaître celui-là. C'est le mythe Soukota, c'est tout. À part ça, le Caleta, il n'y a pas de rituel qu'on fait au Caleta. Donc, du coup, on ne peut pas l'appeler vaudou. Alors, les parents craignent aussi pour la sécurité des enfants. Oui, surtout la sécurité. Quand vous sortez, il faut circuler dans les rues et tout. Il y a des enfants qui se perdent aussi. Aller de quartier en quartier et tout ça, mais il faut avoir peur pour la sécurité des enfants. Oui, justement. C'est pourquoi je dis qu'il faut que les personnes, les grandes personnes puissent aider ces jeunes. Moi, je me dis toujours ça. Moi, je le fais jusqu'à présent. Si je ne vous dis pas, vous n'allez pas croire. Ah oui? Vous faites toujours le Caleta? Ah oui. Là, c'est un grand Caleta. Hein? Un géant Caleta. Un géant Caleta, carrément. On comprend. Et donc, il va falloir organiser les choses davantage pour qu'il y ait les aider, plus de pourquoi sécurité, pas. puisque, bon, c'est vrai, on s'urbanise davantage et donc il y a plus de dangers qu'avant. Je me dis, c'est en cela qu'il faut donc prendre en compte vraiment cela et mieux organiser. Mieux organiser. Et vous voyez, c'est beaucoup plus pour la question de sécurité que nous organisons Super Caleta à l'OETB. Parce que vous savez, à l'OETB, c'est un cadre. Et on vient là, on vient regarder le Caleta danser. Et vous avez votre finale quand le 23 décembre, le dimanche. Ce dimanche, oui, ce dimanche à partir de 15h. Oui. Nous invitons tout le monde parce que c'est gratuit. À l'OETB ici. Oui, c'est gratuit. C'est gratuit. L'entrée, merci beaucoup à vous. Merci à vous. Et à très très bientôt, Amel de Soubété. On sera avec vous en tout cas dimanche
pour parler, pour voir, en tout cas ce spectacle, une finale entre 4 groupes. Oui, ça, 4 groupes. Il y a Peragba, Agontikon, Agbondiedo et Médédjuro. Et Médédjuro. Médédjuro. Ce sont 4 quartiers du 8e arrondissement. Ah, Nous avons commencé la compétition avec 6. Voilà les 4 qui viendront en demi-finale et la finale. Et la finale. Oui. Merci à vous. Donc, rendez-vous dimanche à 15h. 15h. À 15h, exactement. À l'ORTB, venez tout simplement pour suivre ce spectacle. À très bientôt. On va continuer, bien sûr, ce grand rendez-vous. Avant le journal, on va parler des règles d'hygiène et d'assainissement avec l'expert. Les questions d'hygiène de base nous concernent tous. Des organisations de jeunesse y travaillent d'ailleurs pour mieux sensibiliser les communautés sur ces règles très très importantes. Mais leur expérience leur a permis tout simplement de constater qu'il y a des couches qui sont oubliées. Quelles sont ces couches-là? On va les énumérer avec l'aide de Alix Arlonsou, pharmacienne. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Gaba. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de venir sur ce plateau, nous faire part de votre expérience dans ce domaine. Souvent, on parle de wash, c'est ça? Oui, bien sûr. Wash, tout simplement. Alors, vous dites qu'il y a des couches qui sont oubliées quand on parle de sensibilisation, des campagnes de sensibilisation à l'hygiène, les règles d'hygiène et d'assainissement. Et pourquoi? Comment avez-vous constaté cela? Merci, Monsieur Gaba. Je suis Alix Arlonsou, je suis membre de la société civile. Je milite dans le domaine du social, plus précisément dans le domaine du WASH, c'est-à-dire eau, hygiène et assainissement. Et ceci m'a valu d'être lauréate du programme Jeunes Leaders du Bénin en 2018. Alors, ce soir, nous parlons de la sensibilisation sur l'hygiène et l'assainissement. Et nous allons à la conquête des couches défavorisées. Déjà, je tiens à préciser que nous parlons d'hygiène et d'assainissement parce qu'on constate de plus en plus que les maladies hydriques deviennent récurrentes et sont un véritable problème de santé publique, en ce sens qu'elles sont très fréquentes. Elles participent beaucoup au décès, surtout dans la couche des enfants. Et également, le traitement de ces maladies devient de plus en plus compliqué parce que les microbes deviennent de plus en plus résistants. Alors, quand on parle de maladies hydriques, de quoi parle-t-on concrètement? On parle des maladies qui sont liées à l'eau, tout simplement. Donc, comme exemple, je peux parler du choléra, la fièvre typhoïde, le paludisme et consorts. Alors, nous en parlons parce que ces maladies-là peuvent être évitées par des pratiques très simples qui méritent d'être divulguées. Et ces pratiques-là doivent être vraiment inculquées dans la population pour éviter les dépenses inutiles liées au traitement de ces maladies-là. Également, nous parlons de couches délaissées parce qu'il y a des personnes qui sont tout autant concernées par ces maladies-là, mais qui ne sont souvent pas prises en compte dans les campagnes de sensibilisation. Oui, et qui sont-ils quelles sont ces couches-là qui sont défavorisées, qui sont oubliées dans les campagnes de sensibilisation? Merci. Je vais parler un peu de mon expérience dans ce domaine-là pour vous montrer concrètement de qui on est en train de parler à travers ces couches-là. Alors, j'ai commencé dans le domaine du WASH il y a environ 6 ans à travers certaines organisations telles que la Croix-Rouge et ensuite la représentation béninoise du Parlement mondial de la jeunesse pour l'eau. Et l'expérience la plus récente que j'ai eue a débuté en juin 2018. Oui. Il s'agit de l'initiative Un samedi au village. Et cette initiative-là a été mise en place par un groupe de jeunes qui ont décidé d'apporter un plus à la communauté. Nous étions 6 au départ et nous avons décidé d'aller vers les personnes défavorisées pour leur parler, pour les sensibiliser sur l'hygiène et l'assainissement afin de leur apporter un mieux-être. Donc vous allez dans les villages, dans les zones rurales, c'est ça? Oui.
Nous avons commencé en allant dans un village à Ouida qu'on appelle Nyonou Monoudou. Nous sommes allés ensuite à Rouegbo dans la commune de Tofo. Nous sommes allés aux Aguégué à Savet. Et dans le souci de toucher les couches défavorisées, nous avons ciblé les villages, mais nous avons ciblé aussi les enfants. Parce que chez nous, on dit souvent qu'il ne sert à rien de s'échiner à redresser un bois sec. Donc, nous nous sommes dit, les enfants sont ceux qui sont les plus aptes à écouter le message et à mettre ça en application. Donc, nous allons dans les villages, nous allons vers les enfants, nous les sensibilisons. Ce que nous faisons concrètement avec ces enfants-là, nous leur parlons des maladies hydriques, comment ils peuvent éviter les maladies hydriques à travers des gestes simples. Déjà eux-mêmes, ces enfants-là? Oui, à travers des gestes simples comme le lavage des mains, comment ils peuvent purifier l'eau chez eux à la maison. Nous leur parlons également de... Des techniques simples? Oui, des techniques simples, la décantation, l'ébullition, la filtration de l'eau. C'est des techniques très simples. Que les enfants peuvent pratiquer, c'est ça? Bien sûr. Sans l'aide des adultes? Avec l'aide des adultes ou sans. Ils peuvent pratiquer ces techniques-là. Okay, et également, nous leur apprenons à réaliser un dispositif très simple qu'on appelle le tipi-tap. C'est un dispositif qui permet à des enfants qui n'ont pas de robinet à la maison ou bien qui n'ont pas les moyens d'avoir des dispositifs de lavage de mains modernes, de pouvoir réaliser simplement ces dispositifs-là avec du bois et des bidons recyclés. C'est ce qu'on a là à l'antenne? Bien sûr, c'est le tipi-tap. Bien sûr. Et avec l'expérience, nous avons remarqué que même chez nous, à Cotonou ici, il y a des quartiers insalubres, il y a des enfants qui sont constamment exposés aux maladies hydriques. Et donc ce problème-là n'est pas uniquement dans les régions reculées, ce problème-là est général. Un autre constat que nous avons fait, c'est que les enfants handicapés ne participaient jamais à nos activités. C'est carrément une couche qui est dans son coin, dans son monde, qui ne sort pas quand nous menons nos sensibilisations. Ils sont tout le temps chez eux. Et nous nous sommes dit, il faut qu'on touche ces enfants-là, parce qu'ils sont aussi concernés. Alors, parlant des personnes handicapées, comment arrivez-vous vraiment à les toucher, puisque vous dites que ces gens-là sont souvent chez eux, à la maison? Quelle technique vous utilisez pour pouvoir les toucher? Merci pour cette question. Oui. Pour pouvoir impliquer ces enfants, nous nous sommes déjà rapprochés des centres de promotion sociale. Okay. Ces centres-là existent et sont fonctionnels. Nous avons commencé à collaborer avec eux et nous nous sommes également rapprochés de la Fédération des associations de personnes handicapées du Bénin pour qu'ils nous aident à cibler ces enfants-là. Et je peux déjà vous parler de l'expérience de notre dernière activité qui était vraiment une réussite parce que nous avons pu réunir toutes les sortes de handicaps, c'est-à-dire les enfants handicapés visuels, handicapés auditifs, handicapés moteurs, les enfants qui ont un retard de croissance mentale. Et également pour favoriser l'inclusion, nous avons associé également des enfants non handicapés à cette activité. Et je peux vous assurer que c'était une réussite. Et ces genres d'activités sont à renouveler parce qu'il suffit qu'un seul enfant, quelque part, soit atteint d'une maladie hydrique pour que ça se répande rapidement. Ce sont des maladies qui se propagent très, très, très vite. Oui, vous avez dit que même à Cotonou, il y a des couches qui sont délaissées. Quelles sont